présenter Patrick Charodeau, en fait, pour user de prétérition, je dirais qu'on ne le présente plus, mais puisque bon, j'ai cette chance, j'ai ce privilège, donc je le ferai quand même. Et donc Patrick Charodeau, qui avant de participer demain matin à la table ronde sur éthique et communication, va traiter dans sa conférence du jour de l'éthique du chercheur en sciences humaines et sociales. Ce chercheur, pris dans, disons, une sorte de conflit de loyauté entre ses engagements scientifiques et citoyens. Alors, Patrick Charodeau est aujourd'hui professeur émérite en sciences du langage de l'Université Paris 13 et chercheur du Centre national de recherche scientifique au laboratoire de communication politique. Parmi ces diverses et nombreuses autres fonctions actuelles et passées, je citerai celle de fondateur du Centre d'analyse du discours de Paris 13, celle de membre du Collège iconique de l'INATEC de France et membre du jury du prix délivré par cet institut, ou encore celle de membre d'honneur de l'Association latino-américaine des études du discours. Alors je me contenterai d'ajouter que Patrick Charodeau est l'auteur depuis la fin des années 60 d'environ 200 publications de toute nature et qu'il a à son actif un nombre quasi équivalent de conférences et contributions à colloques relatives à des objets variés, mais le plus souvent axés sur ces thèmes de prédilection, bien entendu, à savoir l'analyse du discours en fonction de leur genre, l'identité culturelle et d'une façon plus générale la linguistique et la grammaire. Pour plus de précision, je vous renvoie au site de Patrick. Il suffit de taper son nom sur Internet. Alors, je citerai tout de même quelques-unes de ses dernières publications. Les médias et l'information, l'impossible transparence du discours, en 2011. La conquête du pouvoir, opinion, persuasion, valeur, les discours d'une nouvelle donne politique en 2013, le discours politique, les masques du pouvoir en 2015, la laïcité dans l'arène médiatique, cartographie d'une controverse sociale la même année, et enfin apparaître en 2017, le débat public entre controverses et polémiques, enjeux de vérité, enjeux de pouvoir. Il est paru. Il est paru. Il est paru. Donc il n'est plus à paraître. Alors non sans avoir constaté sa parfaite légitimité pour traiter le sujet qu'il va traiter, je lui laisse à présent la parole. Merci Denis. Bien le bonsoir. Bon, vous savez qu'il y a une longue réflexion sur la question d'éthique. Vous avez dû en avoir déjà un aperçu depuis hier. Malheureusement, je ne pouvais pas être présent partout. Et moi, je vais surtout m'intéresser aux chercheurs. Donc je vais prendre une partie de l'éthique qui est la réflexion autour de qu'est-ce que c'est que l'éthique du chercheur en sciences humaines et sociales. Voilà, donc je vais simplement rapidement rappeler deux grands points de vue sur l'éthique pour personnellement faire un choix, me positionner, et par rapport à ça, essayer de poser le problème de l'engagement du chercheur. Engagement ou désengagement, enfin vous verrez la question. Comme ceux qui traitent des questions de l'engagement, désengagement du chercheur parlent toujours de critique, eh bien, il faut quand même commencer par se demander qu'est-ce que c'est que la critique, donc une discussion sur la position critique, et puis une discussion sur ce qu'est la position de neutralité. Et puis ensuite, je vous ferai une proposition de ce que j'appelle la neutralité critique, et ce n'est ni un paradoxe ni un oxymore. Et pour terminer sur une interrogation qui est relative au fait que le chercheur intervient dans le débat public. Quels sont les problèmes qui se posent à lui quand il intervient dans le débat public? Alors, comme vous le savez, l'éthique, d'abord, n'est pas la morale ni la déontologie. Donc, par rapport à ça, enfin, sauf pour Habermas, pour qui la morale est une sorte d'universel, indépendant des cultures et des choix, mais généralement,
la morale est ce qui concerne les normes instituées, hein, et qui font loi sociale, sociétale, voire juridique, comme guide du comportement. Alors que l'éthique concerne le sujet, au regard de ce qu'elle considère être son devoir envers lui-même et envers autrui. Et donc, ce qui fait qu'il doit répondre, enfin, se poser la question de comment répondre de ses actes. Quant à la déontologie, eh bien, elle concerne, du moins dans le sens moderne, hein, qu'on peut lui donner maintenant, le comportement que les sujets doivent tenir dans le cadre d'une certaine activité socio-professionnelle et en fonction de règles codées, édictées dans une charte, souvent, la plupart du temps, ce sont des chartes, qui fait office de loi pouvant sanctionner tout comportement y contrevenant. Mais il est vrai que la plupart du temps, les deux termes sont confondus, éthique et morale, et que l'on parle d'une réflexion éthico-morale, ce sera mon cas. Alors, parmi les diverses conceptions philosophiques, j'en retiens deux parce qu'elles me semblent, en tout cas, intéresser la question du sujet. Parce qu'une fois de plus, vous voyez, on peut poser l'éthique du point de vue des institutions elles-mêmes, du point de vue des situations de la vie sociale, et puis on peut poser l'éthique du point de vue du sujet lui-même. Et comme le chercheur, c'est un sujet, eh bien, c'est de ce point de vue que je vais m'intéresser à la chose. Et donc, on peut retenir deux conceptions qui sont très discutées depuis l'impératif catégorique de Kant. Disons une éthique du désir qui est fondée sur un principe créateur de vie, depuis Spinoza et Nietzsche, et qu'ont repris Deleuze et Guattari dans l'Anti-Oedipe. Et c'est cette idée que cette création de vie permettrait d'atteindre une essence d'être, c'est-à-dire une éthique créatrice d'un être soi. Et puis il y a une deuxième conception qui est l'éthique de la relation intersubjective, c'est-à-dire qui s'oppose à une conception totalisante de l'éthique et une synthèse de l'expérience, et qui se décline différemment, disons, dans deux grandes directions, par Lévinas d'abord, qu'il inscrit dans un face-à-face entre les humains, chacun, à travers sa relation à l'autre, établit une rencontre et chacun est comptable de l'autre. Donc c'est une éthique de la rencontre et de la responsabilité. Et puis l'autre façon de décliner cette éthique de l'intersubjectivité, c'est Habermas, qui la fonde sur ce qu'il appelle l'agir communicationnel, et dont la finalité est qu'à travers des discussions et des controverses, il y a recherche d'intercompréhension, voire parfois de consensus, mais effectivement, c'est une grande question. Alors, il y a d'autres définitions de l'éthique, surtout avec, alors plus ou moins immanentistes d'ailleurs, et puis surtout par rapport aux nouvelles données de la civilisation de la technologie, mais ça, je ne vais pas m'en occuper. Alors donc, personnellement, je prends a priori, c'est-à-dire au début, position pour une éthique de l'intersubjectivité du sujet, qui tient à la fois à se sentir responsable de soi. Alors responsable, c'est ce que je vais développer, mais le responsable de soi viserait à une essence d'être, et puis responsable de l'autre, dans un rapport d'altérité, avec cette caractéristique qui est qu'il ne peut y avoir d'altérité qu'à partir du moment où je perçois que l'autre est différent. Parce que s'il était identique, il n'y aurait pas d'altérité possible. Et que c'est cette différence qui me pose le problème de qui je suis, puisque l'autre n'est pas moi. C'est le fameux syndrome du persan bien connu. Comment peut-on être persan ? Alors, à partir de cette réflexion générale, on s'aperçoit que donc, cette problématique générale, je la situe et me situe
entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité dont a parlé Max Weber. Donc l'éthique de conviction, qui relève de l'impératif catégorique, finalement, avec ce problème qui est que du même coup, je n'ai pas à m'interroger sur les conséquences de mes actes et de mes dires, puisque c'est une voix de l'intérieur qui parle et que quoi qu'il arrive, j'agis et je parle. Et puis une éthique de responsabilité qui, elle, oblige justement à s'interroger sur les conséquences, et donc on se retrouve dans le rapport d'altérité, parce que s'interroger sur les conséquences de ses actes et de ses dires, c'est prendre en compte autrui, prendre en compte l'autre. Donc c'est dans cette réflexion générale que je me situe. Et concernant alors le chercheur en sciences humaines et sociales, il faut d'abord voir que par rapport aux sciences humaines et sociales, grosso modo, on est obligé de simplifier dans le cadre d'une conférence, il y a deux points de vue. Un point de vue plus positiviste, qui veut que la science soit axiologiquement neutre. La science, c'est une activité qui ne s'intéresserait qu'aux faits, qui les décrirait avec des procédures reconnues par la communauté scientifique, et qui donc échapperait à la subjectivité du chercheur. Ça viserait l'objectivité totale, parfaite et absolue. Et dans cette perspective, on n'aurait pas à s'embarrasser de considérations morales. C'est bien connu, le point de vue du scientiste, positiviste, qui est repris par la philosophie analytique, d'ailleurs, sans se dire scientiste, mais toute la tradition wittgensteinienne qui a permis l'élaboration et l'essor de la pragmatique des actes de langage, avec Austin et Searle, se trouve finalement, vous allez voir, ça va revenir, dans cette filiation. Et puis un point de vue, si on peut le dire, antipositiviste, qui dit que la science ne peut être parfaitement neutre, justement, que c'est une activité dont les procédures d'analyse résultent d'échanges, de controverses, de discussions à l'intérieur de la communauté scientifique et qui vise une intercompréhension en utilisant des argumentations rationnelles et partagées. Donc on est dans l'intersubjectivité du commun, du mis en commun. C'est donc le point de vue existentiel que défendent les tenants de la phénoménologie. Autrement dit, une idéologie pragmatico-scientiste qui défend l'objectivisme contre une idéologie du consensus existentiel qui défend le subjectivisme. Alors ça nous pose la question de l'engagement. Je ne vais pas rentrer là dans cette discussion qui est d'ailleurs plutôt d'ordre philosophique, mais simplement retenir qu'il y a cette tension entre désir d'objectivité et prégnance de subjectivité. Et si on s'intéresse au sujet, ça pose des problèmes à la posture du chercheur. Et on retrouve cette tension dans la posture du chercheur entre objectivisme et subjectivisme. Et cette tension, finalement, on peut la convertir en disant que le chercheur est pris entre le devoir de vérité, qui est plutôt à visée objective, et le désir de parler du juste et du bien, qui est plutôt à visée subjective. Ce qui nous renvoie à un conflit entre engagement scientifique et engagement citoyen. Alors, si le chercheur n'est pas exempt de positionnement idéologique, voire politique, doit-il pour autant le faire valoir dans son travail de recherche? C'est la question que je vais me poser. Et puis, il y a une autre question qui se pose aussi, j'ai commencé à le dire au début, c'est celle qui surgit quand il cherche à participer au débat de société. Car si l'une des finalités du travail de recherche est de faire avancer le savoir pour le bien commun, il faut bien le faire partager au commun. Dès lors, comment rendre compte
en dehors du cénacle de ses pairs? Et sous quelle forme doit-il communiquer son savoir? Quelles modalités doit-il employer? Et lui-même, lorsque surgit la polémique, doit-il participer à cette polémique? Autant de questions qui font que je vais interroger ce positionnement dans deux situations. D'abord, dans la situation de recherche, le sujet chercheur dans son activité de recherche, et ensuite le chercheur en situation d'intervention dans l'arène publique. Alors, ce problème de l'engagement ou désengagement du chercheur dans les sciences humaines et sociales, la question se pose de savoir quelle conception il a de sa discipline et quelle conception il a de la position du chercheur. Alors, il y a une prise de conscience qui s'est faite, disons, dans notre contemporanéité, et je m'appuie là-dessus sur un débat qui a eu lieu sur France Culture entre Luc Boltanski et Nathalie Echny, et surtout sur le livre de Boltanski, « Rendre la réalité inacceptable ». Alors voilà ce que dit Boltanski. Dans les années 70, nous avions une très grande confiance dans la possibilité de contribuer à changer la réalité grâce aux sciences sociales et particulièrement grâce à la sociologie critique développée en France par Pierre Bourdieu. L'évolution historique et politique n'a pas réalisé cet espoir de libération. Il a fallu se demander pourquoi et se demander si nous n'avions pas eu tendance à surestimer la capacité de dévoilement des sciences sociales. Effectivement, les années 70 étaient les années de l'époque de la thèse marxiste, de l'idéologie dominante et d'une société injuste qui se cachait sous des fers-semblants égalitaires. Il fallait donc dénoncer toutes les forces de pouvoir. Mais cette sociologie connaît maintenant ses limites et, comme le dit l'anthropologue Marc Abélès, le chercheur doit aussi faire un retour réflexif sur ses propres positions. Ce qui fait que la problématique consiste à se demander, dans les disciplines des sciences humaines et sociales, doivent-elles œuvrer à changer la réalité ou ne sont-elles qu'un instrument au service d'une meilleure compréhension du fonctionnement des sociétés? Autrement dit, le chercheur doit-il rendre la réalité inacceptable, comme dit Boltanski, ou doit-il la rendre intelligible, comme dit Norbert Elias? Grande question. Mais vous voyez la différence entre rendre la réalité inacceptable et rendre la réalité intelligible. Chercher pour dénoncer ou chercher pour comprendre. Voilà les termes de la controverse. Et je préfère les controverses aux polémiques. Alors donc, voyons cette question des visions de la discipline. À partir de diverses discussions que j'ai récoltées à droite et à gauche, dans des livres, dans des forums, dans des émissions de face à face, grosso modo, disons, il y a deux conceptions qui partent d'ailleurs d'un même constat. La réalité sociale n'existe pas en soi, elle est le résultat d'une construction. Là-dessus, il semble qu'il y ait consensus dans le domaine des sciences humaines et sociales. N'empêche qu'il y a deux conceptions. Une conception plutôt normative, celle qui vient de la tradition de l'école de Francfort de la sociologie critique. Les outils de la sociologie servent à décrypter les faits sociaux en montrant les dysfonctionnements et en portant la critique sur les procédés qui construisent une apparence de normalité sociale, le dévoilement. D'où la construction de catégories universalisantes. Ça, c'est un problème. Les catégories doivent-elles être universalisantes? Domination, inégalité, élite, position de pouvoir, etc. Pour dévoiler une réalité sociale qui serait cachée.
Et ça, c'est une vision critique de la normalité sociale. Une autre conception est une conception qu'on peut appeler pragmatique, qui vient justement, j'y faisais allusion, de la philosophie analytique anglo-saxonne, qui privilégie l'observation du terrain, des enquêtes, du recueil de données, du traitement des données, la constitution des corpus, à partir de quoi sont élaborées des catégories mises à l'épreuve ou mises à l'épreuve des catégories existantes. Ces catégories donc sont le résultat d'une construction à partir des observations, et donc cette conception pragmatique vise une description de la réalité sociale. Alors, du même coup, cela fait qu'on voit deux positions quant à l'engagement du chercheur. La conception normative conduit le chercheur à se voir engagé dans une posture critique de dénonciation des faux-semblants et de démontage des rouages de la machine à produire des inégalités. Il faut donc être un combattant, et vous savez que dans ce cas, on cite toujours ce fameux passage de Durkheim sur lequel d'autres sont revenus parce qu'on a dit qu'on le sortait du contexte, qui était que la sociologie ne vaudrait pas une heure de peine si elle n'était que spéculative. Mais ça, encore faut-il voir tout le contexte. On ne peut pas interpréter des phrases sans en avoir le contexte. Bref, en face, on a une conception de la conception descriptive, une position du chercheur plutôt désengagé, en tout cas de la vision dénonciatrice, et engagé dans une démarche de mise à distance de son objet, en restant à l'extérieur de la réalité empirique et en n'y projetant pas ses propres valeurs. Bref, adopter une posture de neutralité sans a priori, car, comme le dit Max Weber, chaque fois qu'un homme de science fait intervenir son propre jugement de valeur, il n'y a plus compréhension intégrale des faits. Et Boltanski lui-même, qui critique pourtant cette position d'extériorité du chercheur, essaye de trouver un accrochage, il a bien conscience de ces deux conceptions, et il essaye de trouver un accrochage entre la conception de neutralité axiologique, ce qu'il appelle la neutralité axiologique, et une neutralité complètement descriptive, désengagée. Et il donne en exemple Lévi-Strauss, qui à la fois est un descripteur des relations sociales dans les sociétés amazoniennes et en même temps un contempteur du racisme. Bref, voilà les termes de cette controverse. Et donc, il va bien falloir s'interroger sur deux notions qui sont constamment utilisées, celle de critique et celle de neutralité. Mais tout d'abord, une clarification sur ce qu'est la démarche scientifique dans les sciences humaines et sociales. Une double démarche, car les sciences humaines et sociales se fondent à la fois sur l'observation du monde phénoménal et l'élaboration de catégories conceptuelles. Donc il y a une double démarche, classiquement dénommée UP, celle qui est plutôt empirico-descriptive, qui part de l'observation empirique du monde pour en repérer les constantes et élaborer des catégories abstraites. Et une démarche Down, hypothético-déductive, qui partant des catégories, les applique à des objets pour en vérifier la validité et au passage la validité du cadre théorique dans lequel se trouvent ces catégories. Donc on peut dire que la première est plutôt d'ordre descriptif et la seconde est plutôt d'ordre conceptuel. Double démarche qui oblige donc le chercheur à interroger en permanence son propre cadre théorique et sa méthodologie. Mais en plus, cette démarche s'accompagne de deux mouvements explicatifs. Un mouvement généralisant, au nom d'un principe d'universalité, qui veut que les phénomènes se reproduisent à l'identique,
dans une répétition qui traverse les situations particulières. Et puis un mouvement particularisant, au nom du principe de relativité, qui veut que les phénomènes se produisent dans un contexte particulier et qui donc les rend spécifiques. Oui, tenons-en compte, sans tomber dans deux pièges. Le piège du tout universalisme, c'est-à-dire ce qui est vrai en tout lieu, en tout temps, pour tous les épris, parce qu'il nous entraîne à considérer le monde social analysé comme immuable, ce qui fait produire des anachronismes et des ethnocentrismes. Mais aussi le piège du tout relativisme, croire que rien de ce qui est humain n'échappe aux conditions particulières de son émergence. Oui, pourquoi pas? Mais attention, le monde social devient un patchwork sans possibilité d'en tirer des lois générales. Seul un Africain pourrait analyser la société africaine. J'ai pris un Africain parce qu'une fois je me suis trouvé dans une thèse, dans un jury de thèse en Corse, et que l'impétrant ne me l'a pas dit à moi mais à un collègue, mais vous n'êtes pas corse, donc vous ne pouvez pas comprendre la réalité corse. Et c'est ça le problème du tout relativisme. Alors la critique. D'abord, d'une façon générale, disons qu'il y a deux acceptions. Sémantiquement, on peut considérer la critique dans une posture d'opposition, toujours un jugement contre une idée, contre une doctrine, contre une action que l'on estime fausse, injuste, et que donc on stigmatise. Ou bien on peut la considérer comme une posture d'examen, pour mettre au jour la complexité des phénomènes sociaux, et tout cela s'opposant à des explications simplifiantes, uniques et définitives, d'une façon générale. Dans le cadre des sciences humaines et sociales, je défends l'idée que, par définition, la démarche est critique. Elle est critique au double sens de ce qu'il s'agit de révéler effectivement ce qui est caché, c'est-à-dire au sens, n'allons pas dire qu'il y a du complot, mais tout simplement au sens de ce que il y a des doxas, il y a des discours généralisants, des discours socialement corrects, politiquement corrects, et que donc il faut essayer d'aller voir ce qui se trouve en dessous. Et puis aussi au sens de ce qu'il doit y avoir une... Je ne me souviens plus d'ailleurs qui le dit, une inquiétude... si, je crois que c'était... bon, que je ne vais pas dire de bêtises, je le retrouverai. Une inquiétude théorico-méthodologique, hein, qui conduit à interroger les instruments d'analyse eux-mêmes. Je me souviens d'une thèse... tiens, je crois qu'elle s'était faite du côté d'Aix-en-Provence, d'ailleurs, parce qu'on y faisait allusion tout à l'heure, et c'était une doctorante qui essayait de voir si les actes de langage de la pragmatique pouvaient être un bon instrument d'analyse dans le cadre de l'analyse des interactions verbales. Et la conclusion de son analyse, de sa thèse, était d'en montrer les limites et de dire qu'il y avait des cas dans lesquels ça ne marchait pas, c'est-à-dire hors pertinence. La catégorie des actes de langage n'était pas pertinente pour analyser certaines situations d'échange et d'interaction verbale. C'est une thèse que d'interroger les propres instruments d'analyse et d'en montrer leurs limites. Donc c'est ça l'inquiétude théorico-méthodologique. Et c'est Jean-Luc Nancy qui, en citant Kant, dit qu'il s'agit de soumettre, c'est joli, il s'agit de soumettre au discernement critique le sens même du savoir. Je vais faire comme Fabrice Lucchini, vous savez, il répète. Hein. Il s'agit de soumettre au discernement critique le sens même du savoir. Hein. Enfin, je ne vais pas faire le numéro de Lucchini, mais c'est parce que je ne serai jamais à sa hauteur.
Alors donc, on se trouve devant la situation où on a affaire, d'une part, à une critique de la dénonciation. Et donc, disons que critique n'est pas dénonciation. Parce que la dénonciation relève d'un positionnement a priori, qui postule qu'existe un mal caché qu'il faut condamner. Alors que la critique révèle sans positionnement a priori. En principe, on va voir que ce n'est pas facile. Du même coup, la dénonciation préoriente l'explication, puisqu'elle est partie d'un postulat dénonciateur. Alors que la critique ne préoriente pas, elle pose un diagnostic. Comme le dit Roland Barthes, il faut sortir de cette dénonciation pieuse. Ça veut dire que si on analyse le racisme, il ne faut pas partir de l'a priori qu'il faut condamner le racisme. Ça paraît difficile en tant qu'être humain, mais c'est ça le problème auquel doit se confronter le chercheur. Parce que dénoncer, c'est prêter le flanc au reproche de vouloir démontrer à tout prix ce qui a été postulé au départ. C'est quand même un problème. Donc l'éthique du chercheur exige que l'on ne confonde pas discours d'analyse critique et discours de dénonciation. Alors la neutralité. Qu'est-ce donc que cette neutralité souhaitée comme garant de scientificité? Est-elle possible lorsqu'il s'agit surtout de traiter des questions socialement sensibles? Certains chercheurs annoncent clairement leur engagement dans une démarche critique, au sens d'une mise en cause des états de la société. C'est le cas de la neutralité axiologique de Boltanski. D'autres en appellent à une attitude de réflexivité du chercheur vis-à-vis de ses objectifs d'analyse et de sa méthodologie. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on peut entendre par neutralité? La neutralité, c'est la capacité de l'esprit à examiner, discerner, évaluer et expliquer les caractéristiques d'un phénomène social indépendamment de l'autorité des dogmes, des conventions et des préjugés. La neutralité, c'est tenir une position d'examen sans a priori, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui nécessite de la part de l'analyste une prise de distance vis-à-vis de son objet d'étude pour rendre compte des phénomènes qu'il analyse. Une neutralité, c'est donc plutôt une démarche descriptive qui montre les différences, les ressemblances, les caractères des phénomènes par un travail de comparaison, en évitant de conclure que tout est semblable ou tout est différent. Enfin, cette position de neutralité doit satisfaire au discours hypothétique, car il y a toujours des possibilités de contre-analyse, ce qui pose un problème à la parole d'affirmation. Cependant, on peut dire que cette neutralité sera critique, d'abord dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute démarche des sciences humaines et sociales est par définition critique. Elle révèle des contradictions, des faux semblants, des joues, des doxas, mais critique sans juger, et plutôt critique en évaluant. Alors évidemment, là, il faudrait faire une longue digression sur qu'est-ce que évaluer. Par exemple, si on veut analyser ce que signifient les sondages, on ne va pas partir de l'idée que les sondages se trompent. Mais on va essayer de comprendre d'abord qu'il y a différents types de sondages, ce qu'on ne dit jamais. Il y a les sondages de préférence, il y a les sondages d'évaluation, il y a les sondages d'intention. Et donc, essayer de définir ces différents types de sondages. Doit-on pour autant exclure tout engagement de la part du chercheur, surtout lorsqu'il se sent lui-même concerné par la question qu'il analyse?
Alors bon, il y a la question de la neutralité axiologique dont j'ai parlé tout à l'heure de Boltanski, qui est de toute façon un engagement a priori, mais qui donc pose cette question de la préorientation, sur laquelle je reviendrai. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant qui est proposé par un chercheur de l'université de Tel Aviv, Jérôme Bourdon, qui étudie le conflit israélo-palestinien en tant qu'Israélien travaillant à l'université de Tel Aviv. Voilà donc ce qu'il dit. Il est impossible, pour des raisons multiples, de prétendre à la neutralité sur un tel sujet, c'est-à-dire sous-tendu par des enjeux de nature diverse, susceptibles de susciter des engagements profonds et entiers. Pour autant, je ne pense pas que l'engagement du chercheur contre ou pour, à la manière d'un militant, soit souhaitable. Et il propose, entre chercheurs engagés et désengagés, une position qu'il appelle position d'engagement séquentiel, faisant alterner posture de neutralité scientifique et posture d'engagé. Alors j'ai trouvé ça très intéressant et j'étais assez prêt à partager ce point de vue, d'ailleurs que je partage à un bémol près. C'est que jouer d'alternance à l'intérieur même, dans le temps même de la recherche, de l'activité, de l'exercice de recherche, c'est devenir fou. C'est une position complètement schizophrénique. Comment est-ce que, dans l'instant même de l'activité de recherche, on peut tenir les deux? Et c'est pour ça que moi, je proposerais plutôt de séparer les deux. Parce qu'en plus, finalement, il y a incompatibilité, il y fait allusion lui-même, mais moi je dirais qu'il y a incompatibilité entre la posture de chercheur et la posture de militant. Parce qu'il faut savoir, Roland Barthes a très bien défini cela, que la posture du militant est tournée vers l'action et a besoin d'une vérité unique, se fermant à toute mise en cause de cette vérité, sinon comment agir? Cette vérité serait-elle très argumentée? Donc ça pose vraiment un problème à l'intérieur même de l'activité de recherche, qui n'a pas besoin de ce genre de fermeture et de recherche d'une vérité unique. Alors c'est pour ça que je propose ce concept de neutralité provisoire, c'est-à-dire de séparer ces deux moments. Et en tout cas, dans le moment de l'exercice de la recherche, ne pas partir d'un jugement a priori d'ordre moral sur un problème de société avec l'intention d'en montrer la véracité ou la fausseté. Mettre ses propres opinions entre parenthèses, même si ça n'est pas toujours facile, pour éviter toute orientation a priori de la démonstration. Discuter les explications contraires, ce qui veut dire ne pas entrer en polémique. Dans mon dernier livre, c'est un des objets de mon dernier livre, de montrer la différence entre controverse scientifique et controverse sociale polémique. Et petite parenthèse et petite critique personnelle, discuter les explications contraires, c'est assez rare en France. Et en tout cas, il s'agit de rester ouvert à toute critique de ses propres explications. Accepter la controverse comme échange de ce que j'appelle des possibles interprétatifs. Toute analyse dans les sciences humaines et sociales aboutit à des possibles interprétatifs. Et s'il fallait le dire de façon beaucoup plus triviale, je dirais que la pensée scientifique, en son principe, n'est ni de droite ni de gauche, elle est critique. Prendre une position critique, ce n'est pas prendre un parti. Le contrat de parole de la recherche n'est pas le contrat de parole de l'action militante. Il y a un sociologue, Cyril Lemieux, là, qui, après
a observé les réactions des sociologues après les attentats qui ont eu lieu à Paris, et il dit ceci. Il y a eu, dès le 7 janvier, ceux qui ont tenu à expliquer que les attentats qui venaient d'être perpétrés n'avaient rien à voir avec la religion. On comprend ce qu'ils tentaient de faire, combattre l'islamophobie, prévenir tout amalgame, montrer que le problème fondamental est celui de la relégation sociale et de l'expérience de l'humiliation. Intention louable, on la partage, dit-il. Mais autorise-t-elle à imputer la réalité sociale de ce qui ne colle pas au schéma analytique que l'on cherche ainsi à faire valoir? C'est ce qui arrive si l'on traite comme un épiphénomène le fait que les terroristes et ceux qui les soutiennent à travers le monde nous parlent ad nauseam de religion. Parce qu'une approche proprement sociologique de la radicalisation djihadiste de certains jeunes Français réclame de prendre au sérieux leur prétention à vouloir devenir des musulmans parfaits. Les sociologues doivent demeurer méthodologiquement agnostiques. Il ne leur revient pas de décréter ce qu'est l'islam véritable et d'affirmer sur cette base que les jeunes radicalisés ne doivent pas être considérés comme des vrais musulmans. Voilà donc les deux raisons pour moi de justifier cette neutralité critique. Une raison pragmatique. Je repose la question. Quelle valeur aurait la parole d'un chercheur dont on saurait par avance qu'il cherche à dénoncer? On y verrait un parti pris qui ôterait tout crédit à sa parole, c'est-à-dire à son travail scientifique. Vous savez, c'est le phénomène de l'attribution externe qu'ont bien étudié les psychologues sociaux, la psychologie sociale. Le fait qu'on comprend et on juge les propos d'une personne en fonction de ce que l'on sait ou que l'on croit savoir de cette personne. Et à partir de ce que l'on croit savoir de cette personne, on interprète ses propos. C'est ce qu'ils appellent le phénomène de l'attribution externe. Eh bien, c'est ce qui se passerait. Si l'écrit d'un chercheur est perçu comme dénonciateur, si son auteur est repéré comme défenseur d'une certaine idéologie, son écrit ne sera pas lu comme le résultat d'une recherche scientifique, mais comme à charge. Et donc, le discours perdra de sa pertinence démonstrative à cause du phénomène d'attribution externe. Un exemple, vous avez tous entendu parler et lu peut-être certaines des déclarations, voire des livres d'Emmanuel Todd, cet historien anthropologue spécialiste des phénomènes de démographie, qui, à travers ses écrits et ses déclarations dans les débats médiatiques, provoque des réactions virulentes. Et certains chercheurs lui reprochent d'instrumentaliser l'histoire et son savoir scientifique au service de l'engagement politique. La question n'est pas de savoir s'ils ont tort ou raison. La question est que le verre est dans le fruit. Ils estiment que la part du polémiste a pris progressivement le dessus et la rigueur démonstrative dans ses œuvres les plus scientifiques s'amenuise. C'est donc le risque, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une raison pragmatique de crédibilité. Puisque la passion du chercheur, c'est la passion de la vérité. Et puis, il y a cette raison éthique. En fait, elle est nouée à la raison pragmatique. Parce que si le chercheur est au service de la vérité, et que la vérité en son principe transcende les opinions personnelles, il doit essayer de mettre les siennes entre parenthèses. Parce que le problème, c'est que les opinions relèvent du savoir de croyance. La recherche cherche des savoirs et s'appuie sur des savoirs de connaissance.
Et donc, faire valoir le savoir de croyance dans un travail de recherche revient à soumettre le savoir de connaissance au savoir de croyance. D'où le principe de distance nécessaire, qui ne veut pas dire indifférence, car une fois de plus, c'est la passion de comprendre qui anime le chercheur. Et puis, on retrouve l'éthique de responsabilité, et la question c'est de savoir si l'éthique de responsabilité prend le pas sur l'éthique de conviction, ou l'éthique de conviction le pas sur l'éthique de responsabilité. Alors, on va me dire qu'à une certaine époque, il y avait les Sartre, les Foucault, les Bourdieu, qui, par exemple Sartre, intellectuel, engagé. Oui, mais quand on relit les œuvres de Sartre, il savait très bien faire la différence entre ses œuvres littéraires, théâtrales et philosophiques. Et ce qu'a produit Sartre, quand même, c'est une philosophie de l'existentiel. Bourdieu a théorisé la domination, mais c'est en initiant une sociologie constructiviste. Foucault a analysé les sociétés d'enfermement, mais c'est pour en montrer les mécanismes à l'aide d'une philosophie socio-anthropologique, qui fait bondir certains philosophes d'ailleurs. Donc, une fois de plus, je propose une séparation qui nous renvoie à la différence que fait Max Weber entre éthique de responsabilité dans la recherche et éthique de conviction a posteriori, qui permet d'utiliser les résultats de ces analyses à des fins d'engagement personnel pour dénoncer le condamnable. Parce que séparer ces deux attitudes, c'est garantir la liberté du chercheur. Le chercheur ne peut être aliéné par une idéologie dans l'exercice de sa recherche. Une idéologie, c'est un savoir de croyance qui fait système de pensée. Il ne peut être à la fois jugé parti, analyste et décideur, dans le même mouvement de sa recherche, car ce serait orienter par avance et faillir dans sa mission de conquête de la vérité. Donc pour moi, cette attitude, c'est une question de probité intellectuelle, si on ne veut pas utiliser le grand mot d'éthique, mais, me semble-t-il, c'est aussi une question d'éthique de responsabilité. Alors je voudrais maintenant terminer par cet autre problème que j'ai évoqué en commençant, lorsque le chercheur intervient dans le débat public, soit qu'il est sollicité par les médias, soit que lui-même veut intervenir pour faire prendre conscience de la complexité des phénomènes de la vie humaine en société. Alors, là, le problème, c'est qu'il y a ce qu'on peut appeler le piège médiatique. Peut-être qu'on en reparlera demain, d'ailleurs, dans la table ronde. Parce que vous savez que les médias mettent en scène la parole. Et les réseaux sociaux aussi se mettent eux-mêmes en scène. C'est la différence entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux se mettent en scène eux-mêmes. Les médias traditionnels, selon des techniques bien connues, mettent en scène la parole, évidemment, avec les images, etc., et qui est destinée à un public. La parole des réseaux sociaux n'est pas destinée à un public tout venant. Parce que d'une façon ou d'une autre, il y a un destinataire. Et le problème, c'est que le chercheur, il intervient plutôt, d'ailleurs, dans les médias traditionnels. Radio, presse, télévision. Et on sait que ces médias traditionnels fonctionnent selon une logique de captation du public, qui fait se développer la dramatisation dans les débats, les conflits, les polémiques. Et donc, ils font appel à différents intervenants. Et parmi ces intervenants, il y a des spécialistes, et parmi ces spécialistes, enfin ces spécialistes que les médias appellent les experts. Alors, interrogeons-nous,
Parce que c'est toujours pareil. Ça, c'est quand même l'avantage d'être linguiste au sens de travailler sur le langage. Parce que quand on travaille dans les sciences du langage, on ne peut pas accepter qu'on vous balance des notions sans préalablement faire un travail d'analyse sémantique de ces notions. Le chercheur produit et transmet du savoir. Et en plus, il a un statut institutionnel. Il dépend d'une discipline, d'une spécialité, dont le type d'activité est organisé dans un laboratoire, dans des équipes de recherche, et soumis aux exigences de la communauté scientifique. Il faudrait voir ce que c'est la communauté scientifique. Mais enfin, elle est là. Une espèce de tiers mythique qui plane sur toutes nos têtes, etc. En plus, il ne part pas de zéro. Ce n'est pas l'an 01. Et je dis ça, je fais encore une parenthèse, parce que moi, c'est vrai, je suis un vieux dinosaure, mais je me trouve encore dans des jurys de thèse où j'ai l'impression que les thèses partent en l'an 01 et oublient que dans les années 60, 70, on a déjà dit des choses extrêmement pertinentes sur les phénomènes du langage ou de société, et qu'on oublie que dans les sciences humaines et sociales, personne ne meurt jamais. Platon n'est pas mort, Descartes n'est pas mort, Barthes n'est pas mort, enfin Foucault n'est pas mort, personne ne meurt jamais. Saussure n'est pas mort, il en reste beaucoup de choses de Saussure. Hein, synchronie, diachronie, signifiant, signifié, ça continue à fonctionner. Bon. Donc, je ferme cette parenthèse, mais enfin, il fallait que je me défoule un petit peu aussi. Donc, il doit partir d'un savoir déjà acquis et il doit discuter le déjà dit et déjà écrit. Il doit procéder à des études de terrain, rassembler des données, constituer des corpus, bref, il a une méthodologie. Il doit parallèlement mener un travail de spéculation conceptuelle pour déterminer des catégories, des cadres théoriques, et il doit présenter les résultats et les interpréter. L'expert des médias n'a pas de statut institutionnel. Or, l'expert près les tribunaux, l'expert des médias, est une construction des médias qui assigne la personne à être expert dans le temps même de son apparition dans les médias. Même si, par ailleurs, cette personne a d'autres statuts. Mais les médias en tant que tels, quand ils parlent d'un expert, c'est dans l'instant, voilà une parole performative, c'est dans l'instant même où ils disent « vous êtes expert, parlez en tant qu'expert », que l'autre devient expert. Donc il n'a pas de statut institutionnel et il est expert par assignation ponctuelle lors d'une commande. Il est donc attendu d'un expert qu'il parle d'un point de vue extérieur aux événements et qu'il réponde à un questionnement imposé, selon des connaissances précises, évidemment, au regard de certains faits, et qu'il en explique leur causalité de façon claire et affirmative, si possible, pour aider à la décision. Quant au penseur, qu'on appelle parfois l'intellectuel de service, il a plutôt une position de surplomb. Je ne vous en donne pas des noms, vous les connaissez, vous les avez tous entendus et vus. Position de surplomb sur les problèmes de société, et ce penseur intellectuel donne une opinion raisonnée et moralement orientée, c'est son rôle. Il utilise sa culture, ses réflexions de penseur et de moraliste pour intervenir de façon engagée dans l'espace public. C'est donc tout à fait justifié. Oui, mais attention, ce n'est pas le chercheur, pas la même position. Alors, vous voyez tout de suite les différences. Le chercheur pose son propre cadre de questionnement et qui donc est ouvert sous forme d'hypothèses, avec des interprétations possibles, et il ne se dit donc ni prophète, ni prédictif. L'expert, assigné à répondre à une demande orientée, doit répondre à un questionnement qui lui est imposé, et il se comporte plutôt comme une sorte de technicien
qui procède par évaluation sur le comment c'est fait ou le comment faire. Dans notre laboratoire, on travaille sur la façon dont les gens ont réagi au traitement médiatique des attentats, surtout du 13 novembre. Hein. Et moi, j'étais dans le groupe qui travaillait sur BFM TV, et c'était le modus operandi. Est-ce que vous êtes d'accord sur le modus operandi? Est-ce que c'est vraiment le modus operandi de Daesh? Est-ce que ce modus operandi, on l'a retrouvé ailleurs? Est-ce que le modus operandi de modus operandi de modus operandi? Et donc, il y avait cette prolifération du modus operandi qui fait partie de cette façon de dire comment c'est fait et comment faire. Autrement dit, l'expert des médias devrait pouvoir préconiser. Ce n'est pas du tout la position du chercheur. Il n'a pas à préconiser. On m'a posé plusieurs fois, ayant travaillé sur le populisme, la question de Mélenchon est-il populiste? Attendez, oui, mais c'est très mauvais dans les médias. Vous n'allez pas commencer à dire attendez. Il faut d'abord savoir ce que c'est que le populisme. Et puis parce qu'il y a différents types de populisme, puis il y a une histoire du populisme, et puis ça dépend des situations de populisme. Alors d'abord, on va comparer l'extrême droite, l'extrême gauche, etc., pour arriver à dire il y a des traits de populisme chez Mélenchon, il y a des traits de populisme chez Marine Le Pen, il y a des traits de populisme chez Fillon, il y a des traits de populisme chez Hollande, il y a des traits de populisme. Quand j'ai fait une conférence là-dessus, j'ai présenté un certain nombre d'énoncés de différents acteurs politiques, dont la plupart n'étaient absolument pas soupçonnables de populisme, et tous les gens ont dit « Ah oui, ça c'est une phrase populiste ». Oui. Voilà. Donc, c'est ça la question. C'est que, vous voyez, la position du chercheur n'est pas, de ce point de vue, la position de l'expert. Et donc, il se produit un brouillage. Alors, vous allez me dire que c'est la caractéristique du monde moderne. L'hybridation. Vous avez remarqué, toutes les émissions de télévision ne sont plus strictement de débat, strictement. Vous allez chez Laurent Ruquier, vous ne savez pas si vous êtes dans une émission politique, d'humour, de société, etc., etc. Bon, là, c'est une caractéristique du monde moderne. Et donc, il se trouve que de plus en plus, le chercheur est sollicité. Et alors, du même coup, d'ailleurs Boltanski le dit à un moment donné, hein, il constate qu'une grande partie de la sociologie actuelle est une sociologie d'expertise. On la convie comme une sociologie d'expertise. Et Marc Abelès, que j'ai cité tout à l'heure, dit « Je crois même que nous serons de plus en plus appelés à entrer dans l'espace public à titre d'experts. » Donc, la question, c'est d'entrer dans une éthique de résistance. Mes chers amis, il ne nous reste plus que ça. Enfin, c'est pas mal quand même, hein, de ne pas confondre les régimes de vérité. Le chercheur n'est pas dans le même régime de vérité que les médias. Alors évidemment, on se trouve piégé par le désir de jouer un rôle de pédagogie sociale. Mais ne faut-il pas imposer quelques conditions à son apparition dans le chaos des médias? Eh bien, je vais pouvoir conclure sur cette idée donc de neutralité critique qui est que je ne veux ni axiologique ni séquentielle, ce qui n'empêche pas l'engagement personnel dans d'autres lieux du chercheur, mais disons de la personne, du chercheur en tant que personne. Parce que la position de militant, pour reprendre Brassens, j'ai tâté de la paille humide de cachot dans mon passé pour des positions militantes. Il n'empêche que le discours militant de dénonciation n'est pas celui du chercheur, parce qu'on ne sait jamais quelle peut être l'utilisation de nos recherches. Regardez, il faut revenir, mais relire autrement nos grandes références. Foucault nous avait prévenus. Voilà ce qu'il dit. Ce sont dans ses derniers écrits. Nous devons être très modestes en ce qui concerne l'éventuel usage politique de ce que nous disons et faisons. Et il donne en exemple le cas de Nietzsche. Il dit, Nietzsche ayant développé des idées ou des outils fantastiques, regardez,
il a été repris par le parti nazi. Et maintenant, ce sont les penseurs de gauche qui, pour bon nombre d'entre eux, l'utilisent. Nous ne pouvons donc savoir de manière certaine si ce que nous disons est révolutionnaire ou non. Et il généralise en disant « il faut fabriquer nos outils pour une fin précise, mais savoir qu'ils pourront être utilisés à d'autres fins. » Voyez ce que certains veulent faire de Foucault, mais il nous dit que le chercheur ne peut être ni prédictif ni prophétique. Et puis, il y a une autre chose, c'est que ça nous tarabuste, et puis on est dans un colloque de plusieurs disciplines. Eh bien, le chercheur, excusez-moi là, le chercheur n'est pas un écrivain ni un artiste. Il n'est pas dans la posture de l'écrivain et de l'artiste, qui peuvent exprimer leur engagement à travers leur création. Parce que pour l'artiste, pour l'écrivain, son désir est un désir de création, de beau, de bien, de bon. Mais le désir du chercheur, lui, il est créateur de vérité. Et la vérité, en soi, n'est pas axiologique. Une fois de plus, le contrat du discours scientifique avec sa liberté de questionnement garantit sa liberté de chercheur. On se trouve donc entre ces deux éthiques et j'essaye d'articuler ce que Rawls propose dans cette réflexion sur le juste, le bien, le bon. C'est que finalement, on pourrait raccrocher la recherche du bien à l'éthique de conviction et la recherche du juste à l'éthique de responsabilité. Et Max Weber lui-même dit « Cela ne veut pas dire que l'éthique de conviction est identique à l'absence de responsabilité et l'éthique de responsabilité à l'absence de conviction. Mais c'est en s'appuyant sur la vérité, me semble-t-il, que dans une autre démarche et dans d'autres lieux, de réalisation de possibles, le chercheur peut viser le bien, le bon et le beau. Je vous remercie. Je laisse les doctorants réfléchir. Sur un détail, vous avez et ça m'a frappé parce que ça me semble assez juste, et peut-être que Frédéric Rousseau rebondira sur cette question. Vous avez suggéré que en France, la controverse est difficile. Accepter l'idée de controverse, c'est une difficulté. Et je me demandais où c'était assez rare. Si vous l'attribuiez, comment vous analysiez cela? Si vous l'attribuiez à une question de culture, à une question de formation, enfin, et quelles sont vos expériences par rapport à l'étranger? Pourquoi cette marque qui paraît peser dans vos propos, en tout cas, sur la France comme frileuse sur la controverse? Oui, oui. Il y a deux choses qui m'ont fait faire cette réflexion. L'une, c'est l'expérience américaine, nord-américaine, dans laquelle les chercheurs discutent beaucoup entre eux. Soit dans des colloques, soit par écrit interposé. Mais quand je dis discute entre eux, il ne s'agit pas de dire vous avez tort, vous avez raison, mais on prend un concept et puis on argumente d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la controverse scientifique. Et alors que en France, je vois rarement ça. C'est-à-dire que parallèlement, on va proposer
des points de vue, des explications, des options, des analyses, etc. Peut-être le seul endroit où ça s'est fait un peu, parce qu'il a provoqué beaucoup de réactions autour de Bourdieu, ça a été un peu Bourdieu, mais ça s'est fait plutôt entre sociologues. Hein. Mais alors que ça ne concerne pas simplement la sociologie. Par exemple, cette question entre universalisme et relativisme, par exemple, dans mon dernier livre sur le débat public, là, j'ai, dans la 3e partie, analysé 4 controverses. Analysé la controverse entre Olivier Roy et Gilles Kepel sur les causes du terrorisme, la fameuse controverse sur la déchéance des nationalités, et puis la controverse sur la race, à l'issue d'une journée que j'avais organisée au CNRS en faisant se rencontrer des biologistes et des gens des sciences humaines. Est-ce que la race, c'est un problème uniquement biologique ou pas, etc. Et alors, étonnamment, j'ai découvert que, d'abord, chez les biologistes, il y avait les évolutionnistes darwiniens, il y avait les généticiens, il y avait les phénotypiciens, et que finalement, non seulement ils ne voyaient pas les choses de la même façon, mais ils se découvraient entre eux, à l'intérieur d'un même champ disciplinaire, même si on a des spécialités différentes. Bon. Dites-moi, par exemple, ceux qui sont dans les sciences du langage, où est-ce qu'on a vraiment discuté la question de savoir si la linguistique de la langue, c'est la même chose que la linguistique du discours? Il y a ceux qui font de la linguistique du discours, puis il y a ceux qui font de la linguistique de la langue. Pourtant, il y a un problème de savoir, est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, comment, est-ce qu'on est dans le même domaine, pas dans le même domaine, ou, attention, territoire. Voilà. Donc, l'autre affaire, l'autre chose, c'est que, et plutôt d'ordre culturel pour moi, c'est que prévaut la défense du territoire. Voilà. Prévaut la défense du territoire, et la défense du territoire fait que soit on se réfugie dans le territoire, soit on entre tout de suite en polémique. Et voilà, par exemple, le cas d'Olivier Roy et Gilles Kepel, qui sont quand même d'éminents spécialistes, de bons chercheurs, etc. Parce que là, vous savez, c'est la controverse sur l'islamisation de la radicalité ou la radicalisation de l'islam. Bon, intéressant. D'ailleurs, on peut se dire pourquoi les deux ne seraient pas complémentaires. Non, il y a eu d'abord une prise de position polémique, mais avec des invectives des deux côtés, quoi. Et ça bloque le débat social. Comment voulez-vous que le vulgum pecus ou la vulga pecca, je ne sais pas comment, pour ne pas faire de discrimination, arrive à sortir quelque chose de ce genre de controverse. Donc pour répondre à votre question, j'y vois une raison culturelle et puis quelque chose qui est à l'intérieur de l'activité scientifique française, très, très autour de la défense des territoires disciplinaires. Oui. Juste une remarque, vous parliez de schizophrénie et ça me faisait penser à Chomsky. J'ai jamais pu résoudre ce que j'appelle la schizophrénie de Chomsky, c'est-à-dire qu'il étudie le langage presque comme un objet physique qui est dans son laboratoire au MIT, et en même temps, c'est un penseur engagé qui dénonce la manipulation linguistique dans les médias, dans la politique. Et je me demandais comment ne pas sombrer dans une schizophrénie quand on maintient d'un côté une neutralité scientifique et en même temps, quand on voit dans le discours comment ça fonctionne et les effets que ça produit, le langage. Oui, ben écoutez, moi qui fais partie des gens qui étaient donc travaillaient la grammaire générative à l'époque, et je me souviens d'ailleurs, c'était Ducrot qui à ce moment-là faisait toute une analyse critique, au bon sens scientifique du terme, de l'analyse générative. Donc il opposait les catégories de langage, les présuppositions, etc. Enfin, on décomposait tout ça. Bon. D'ailleurs, on sentait de la part des générativistes côté tribu, clan, qui faisaient comme l'histoire de l'Africain. Vous n'êtes pas générativiste, donc vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas être dehors et dedans. Bon. Donc ça pose un problème sur le plan de la critique, ça. Et moi, je dirais que finalement,
enfin je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement, je ne pense pas qu'il soit dans la situation de schizophrénie. Parce que ces deux activités sont séparées pour une raison simple. C'est que la grammaire générative est tombée, et a été remplacée par le travail des sciences cognitives, de la psychologie cognitive, de la cognition, des neurocognitivistes aussi, et qui fait qu'il y a ça d'un côté, et puis il y a tous ces engagements par ailleurs de l'autre. Ce sont les gens de l'extérieur qui mélangent les deux. Mais moi, quand je lis le Chomsky comment c'est la manipulation de l'information, je ne sais plus quel est le nom de son ouvrage là, il n'y a rien de linguistique là-dedans, absolument rien. Et donc, et c'est, comment il s'appelle, Jean-Claude Milner qui expliquait bien que quand on était dans le laboratoire de grammaire générative, enfin de Chomsky, il ne s'agissait que de langage, de grammaire générative, de cognition, de machines informatiques qui pouvaient permettre de calculer les transformations des phrases, etc. Et il n'était absolument pas question d'autre chose. Donc je pense que lui, il joue dans la séparation. Alors, maintenant, est-ce que psychologiquement, ce n'est pas la justification bon, quand on est contempteur de quelque chose, on peut toujours dire qu'on a des règles, qu'on a des comptes à régler, mais après tout, qui n'a pas des comptes à régler, hein, avec son propre passé, son histoire, sa position, etc. Donc je ne sais pas, c'est peut-être votre sentiment qu'il est en schizophrénie. Moi, je n'ai pas l'impression, je pense que lui, il a séparé. Il a séparé. Bonsoir, alors merci beaucoup. C'était très clair. Et en même temps, cette théorie m'interroge en fait sur le terrain, quand on doit décliner tout ça. Sur la posture qu'on doit prendre, ça marche jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que le moment du positionnement du chercheur aussi par rapport à des situations insoutenables de vie ou de mort des personnes auprès desquelles on est, où du coup, la recherche du juste, la recherche du bien, le fait d'avoir une certaine neutralité, je pense pas. Je pense qu'on est lié de fait parce qu'on est témoin de certaines situations. Et du coup, il me semble qu'il y a aussi dans cette posture éthique un engagement nécessaire qui pour moi, n'est même pas discutable à un certain moment au vu des situations qu'on croise. Et voilà du coup, je ne vois pas si le rôle du chercheur est de se distancier de ça parce qu'en disant c'est juste ma recherche, donc je ne vais pas au-delà, ou si c'est finalement à un certain moment de juste s'engager en tant que témoin de certaines situations. Ben oui, c'est un problème. Hein. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de poser les questions, de montrer les contradictions qu'il peut y avoir. Mais c'est aussi par conviction hein, que je défends cette position, parce que je me suis trouvé dans des situations à me sentir très proche hein, des objets que j'analyse, et à essayer de faire cet effort, de me dire, attention, tu dois d'abord essayer de comprendre comment fonctionne le mécanisme, comment fonctionnent les choses, avant de pouvoir prendre une position de jugement. C'est ça, en fait, la question qu'on doit se poser, c'est ça. Est-ce que je peux essayer d'analyser l'objet que j'ai ? La motivation de départ, elle peut être tout à fait justifiée, comme vous le dites. Par exemple, prenons les cas de fin de vie, d'euthanasie, etc., parce qu'on a eu un proche, parce que soi-même on est très, etc. C'est le cas de Jérôme Bourdon, avec lui-même israélien, sur le conflit palestino-israélien, etc., etc. Bon. Donc, la motivation de départ peut être celle-là. Mais je crois que ce qui fait la grandeur du chercheur, c'est qu'il fasse cet effort de se dire « je dois d'abord essayer de comprendre ». Je dois d'abord essayer de comprendre et de montrer comment ça fonctionne. Et puis ensuite, bon, ben voilà, si c'est aller dans telle direction, qu'on ne puisse pas vous dire « oui, mais dès le départ, vous vouliez montrer ça, donc c'est normal. Si dès le départ, vous vouliez montrer ça, ben évidemment, ben vous l'avez montré. » C'est le serpent qui se mord la queue. Donc, voilà, c'est un appel plutôt à... C'est pour ça que je parlais de prise de conscience, un appel à cet effort-là. Hein. Donc je sais pertinemment qu'il n'est pas facile de mettre entre parenthèses ses propres
ses propres opinions. C'est ça qui m'a échappé tout à l'heure. Dans la controverse que j'ai étudiée la controverse autour de l'affaire des harcèlements qui a eu lieu en Cologne, et à propos de quoi Kamel Daoud, ce grand écrivain algérien, a fait une chronique dans Le Monde, essayant d'expliquer quel est le problème de la position de la femme dans le monde musulman. Et il y a un collectif de chercheurs qui lui est vraiment tombé dedans, en faisant une critique et en niant, c'est un peu d'ailleurs ce que disait Cyril Lemieux tout à l'heure, en disant ben non, on n'a pas à prendre en considération les caractéristiques culturelles, tout cela tient à des phénomènes d'ordre généraux, universels, etc. Bon, et il y avait des prises de position extrêmement polémiques et qui finalement n'étaient pas dignes de chercheurs. C'est un collectif, se disait collectif de chercheurs. Si ce n'était pas dit collectif de chercheurs, bon, ça fait partie des débats que l'on voit dans la presse. Mais c'était un collectif de chercheurs qui ne réfléchit pas à la différence entre universalisme et relativisme. On ne peut pas condamner l'un ou l'autre comme ça, sans s'expliquer. Voilà, c'est ça que je dis, vous voyez, c'est cet effort pour s'interroger soi-même sur les catégories, sa démarche, etc. Mais je ne peux rien vous dire d'autre. Je pensais en fait plus au tournant ontologique, qu'il y a eu dans l'anthropologie, avec le positionnement de tout un tas de chercheurs par rapport aux dégâts qu'il y a eu sur les peuples indigènes, et de pouvoir assumer la responsabilité de ces destructions et se dire qu'on doit faire autrement. Et donc c'est finalement une posture a priori qui prend place dans la discipline. Oui, mais j'ai une collègue linguiste qui a fait travailler sur les populations amérindiennes, enfin particulièrement en Amérique centrale, et qui d'ailleurs a monté une association justement pour la défense. Mais elle-même me disait, je suis dans cette posture militante de défense des langues, de ces populations indigènes, de la disparition de certaines langues, etc. Bon, il n'empêche que j'ai mes informateurs, j'ai mes techniques d'analyse, et que dans ce temps-là de l'analyse, j'aboutis à des résultats que j'essaye d'interpréter. Et ensuite, s'il y en a qui ne me conviennent pas, je ne les élimine pas. Je ne les élimine pas, mais ça ne m'empêche pas de tirer parti d'un autre aspect pour justement alimenter mon activité militante. C'est ça que j'appelle la tentative de séparation. Mais tentative, effectivement, parce que ce n'est pas facile.